Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour les réponses. Super. Alors, avant de commencer l'événement, déjà, merci pour votre participation. On aura une session questions-réponses à la fin, et si vous voulez, vous pourrez monter sur scène pour prendre la parole. Mais sinon, vous pouvez écrire vos questions dans le chat, il n'y a pas de souci, on répondra pendant la session questions-réponses. Voilà. Moi, je laisse les deux interlocuteurs... et voilà, je me déconnecte. Bonjour à tous. Petite présentation rapide peut-être. Donc, je suis Nicolas Hernandez, le président cofondateur d'Aleph Networks. Donc, Laurent Bernier, cofondateur Les Oies du Cyber. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter le règlement européen DORA de manière assez synthétique, on espère, et les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour répondre à ce besoin réglementaire. Mais déjà, très rapidement, avant de commencer, pourquoi DORA? Donc, je vais rapidement vous dire, à mon avis, pourquoi DORA, et puis ensuite, Laurent donnera son avis sur le sujet. DORA, à mon avis, a été mis en œuvre parce que l'Europe a constaté une grande faiblesse des organismes financiers et de leurs écosystèmes IT sur la partie cyber-résilience. Et il se trouve que ces organismes-là sont des cibles toutes particulières dans le monde de la cyber. Donc, l'Europe a tapé du poing sur la table et a pondu en fin de l'année dernière la réglementation DORA, qui est déjà effective. Donc, c'est une obligation européenne qui a été reprise en France et qui a pour but de sécuriser les entités financières sur la partie cyber. Oui, je suis assez d'accord avec Nicolas. En fait, DORA, il y a eu toujours une évolution en parallèle entre les normes et la réalité industrielle. Qui pousse l'un, qui pousse l'autre, on n'en sait rien, mais disons que DORA va être fait pour améliorer la cybersécurité de toute la partie de tous les gens qui sont en charge des grands flux financiers dans l'économie. Mais c'est à la fois une façon de les pousser, mais aussi une façon pour eux de montrer qu'ils ont avancé. Donc la norme devient une façon de récompenser ceux qui ont fait avant les autres et de pousser ceux qui font après les autres. Pour qu'avoir, et ça c'est un élément important de la cybersécurité, pour avoir un effet d'écosystème, on ne peut pas être sûr tout seul. La sécurité ne vient que parce que tous les acteurs, à la fois latéralement et verticalement, sont sécurisés en même temps. Donc, il y a deux façons de voir DORA, c'est de se dire commençons maintenant, parce que même si c'est effectif tout de suite, les amendes n'arriveront que dans un an, mais un an, ça arrive vite. Commençons maintenant et soyons dans ceux qui vont les premiers avoir satisfait aux exigences, ou on le fait sous la contrainte, dans l'urgence, à la fin, dans 8-10 mois. Ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'au-delà de la conformité, DORA, il y a quand même de la sécurité, et que la sécurité, c'est pas juste de cocher des cases, c'est juste d'éviter un matin de se retrouver avec le plan catastrophe, du piratage, des données perdues, des fuites de données, de la mauvaise presse, les équipes surmenées, les responsables cybersécurité qui font un burn-out, enfin le profil classique de l'entreprise qui a un vécu difficile au niveau sécurité. Donc c'est à la fois effectivement, côté positif, une norme qui permet d'être reconnue et à la fois protéger sa sécurité. Je propose qu'on commence dans le dur. Allons-y. On va vous présenter 5 parties. Il y aura une petite question-réponse à la fin. Vous pourrez poser les questions que vous voulez. D'abord, les 5 piliers de DORA, donc l'architecture de DORA. On va se focaliser sur le pilier 3, qui est le pilier le plus important, le plus innovant et le plus complexe.
On reviendra après sur la notion d'analyse de la situation de l'entreprise, qui est une des conséquences du pilier 3, et test des prestataires, qui est la deuxième conséquence du pilier 3. Vous voyez, c'est vraiment l'élément majeur de Dora, et on finira par l'offre qu'on a conçue, donc avec Aleph, qui est une offre complète qui permet de balayer tous les éléments pour pouvoir satisfaire Dora. Et un troisième partenaire, c'est un Scoop Serenicity qui vient compléter notre offre et qui fait partie de notre association d'entreprises expertes et avec expérience et expertise dans leur domaine pour avoir une solution pragmatique, concrète à un problème normatif. Alors, donc je vais commencer par vous présenter les 5 piliers. Alors, on pourrait imaginer que les 5 piliers, c'est 5 piliers qui soutiennent un toit à égalité. Pas du tout. Là-dedans, il y a un pilier classique qui est le premier, sécurité de l'entreprise. Il est évident qu'il faut que toute entreprise qui manipule des grosses sommes d'argent, qui a des responsabilités dans les flux financiers, qui va gérer l'argent de tiers, il est certain qu'il faut que cette entreprise soit sécurisée. Il n'y a rien de nouveau, mais ça veut dire ça. Résistance de l'entreprise aux attaques, résilience, capacité à détecter en amont, défense en profondeur. Ça, c'est les grands classiques, mais là, il y a des exigences importantes pour que l'entreprise soit elle-même sécurisée. Deuxième pilier, la gestion des incidents, c'est quelque chose qui est assez proche de la gestion de la qualité, c'est-à-dire que je dois avoir tout un système de détection, reporting, analyse, amélioration avec les incidents et y compris une part de déclaration d'incidents aux tiers, à des tiers publics pour pouvoir à la fois faire progresser l'écosystème en connaissant les incidents qui arrivent sur d'autres entreprises similaires, mais aussi pour avoir un peu sur le modèle de la CNIL, qui est un des modèles de Dora, pour avoir, en cas d'incident grave, des enquêteurs qui vont venir vérifier si les mesures des 4 autres piliers étaient bien appliquées. Donc ça, la gestion des incidents, c'est quelque chose qui est assez proche de la gestion des incidents de type CNIL, pour pouvoir avoir une idée rapide. Test des fournisseurs TIC, ça c'est le gros nouveau morceau important, qui est un peu issu, on a déjà ça dans l'ISO 27000 pour ceux qui connaissent, ou déjà un peu dans NIS 1, mais l'idée c'est de rendre l'entreprise responsable, c'est d'obliger l'entreprise à se mêler de la cybersécurité de ses fournisseurs IT, parce que ces fournisseurs IT sont un élément majeur de la sécurité de l'entreprise elle-même, et qu'on ne peut pas juste dire oui, mais j'ai pris un sous-traitant qui m'a fait un service SaaS, c'est tombé, c'est sa faute, c'est pas ma faute. Non, en fait, les responsabilités s'additionnent, ne soustraient pas. Donc, du coup, on oblige les entreprises à qui Dora s'applique à s'investir de façon assez importante, vous allez le voir, voire très importante, dans la cybersécurité de leurs fournisseurs. Pour certains de ces fournisseurs, c'est même supérieur à les préoccupations habituelles des fournisseurs. C'est-à-dire que le donneur d'ordre va être plus préoccupé de la cybersécurité du fournisseur que le fournisseur ne l'était lui-même. C'est pas un hasard, c'est fait pour faire évoluer le schmilblick, pour forcer les fournisseurs IT à évoluer dans leur sécurité. Et au lieu de le faire directement, on le fait via leur donneur d'ordre. On a toujours l'Union européenne a le sentiment, et à juste titre, que quand un client vous oblige plus facilement à faire quelque chose que vous vous obligez par vous-même. Contractualisation IT, ça découle du pilier précédent. Il va falloir aller fouiller dans tous vos contrats, où vous en êtes au niveau contractuel et vis-à-vis de l'IT, qu'est-ce que vous avez mis dans vos contrats d'obligations, de contrôle et au cas où il y ait des décalages entre la réalité et le contractuel, qu'est-ce qui se passe? Partage d'informations, ça c'est un petit pilier, il va falloir partager de l'information sur les menaces, sur la réaction. Voilà donc les 5 piliers Dora. Alors, focus sur le pilier 3. Ce qui est intéressant dans le pilier 3, c'est qu'il y a, il y a 3 types d'entreprises qui sont, on a appelé autres entreprises, petites entreprises, investissement non interconnecté, micro-entreprises. Grosso modo, petite entreprise, c'est moins de 100 millions d'euros au bilan. Micro-entreprise, c'est vraiment quand on est tout petit. Et autre entreprise, c'est tout le reste. Avec une application un peu variable de Dora, notamment au niveau du test de résilience opérationnelle numérique. C'est un terme un peu étrange, assez original. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute entreprise doit évaluer son risque, savoir est-ce qu'elle est dans un risque fort ou faible, sachant qu'un risque faible dans le domaine Dora, c'est assez inimaginable. Il ne faut pas s'imaginer pour dire « Ah oui, non, mais nous, on est sans danger ». Mais doit évaluer
l'intensité, la nature de son risque, et surtout l'intensité. En fonction de ça, elle doit définir un pool de tests, un package de tests qu'elle va faire tous les ans, une fois par an. Ça, la fréquence est imposée, une fois par an pour les fonctions critiques ou importantes. Importante, ça veut dire tout ce qui pourrait perturber fortement l'activité de l'entreprise ou qui pourrait présenter des fuites de données importants ou des vols de données critiques. Donc, je vais devoir, en tant qu'entreprise, définir mon package et chaque année, je vais appliquer ce package à tous mes fournisseurs IT qui m'amènent des fonctions critiques ou importantes. Dans la définition de ce package, on va pouvoir choisir entre un certain nombre d'éléments. C'est ce que vous avez là. Je vous passe la lecture de l'ensemble des éléments de test, mais il va falloir mettre des tests. La différence avec les micro-entreprises, c'est que Dora et Dora simplifié fait que vous choisissez en fonction de l'utilité du test. Vous pouvez pas dire je choisis pas ce test parce que j'en ai pas les moyens financiers ou humains. Dans Dora très simplifié, on a dit bon, si vous dites ça ce serait bien, mais j'en ai pas les moyens financiers, vous pouvez vous en abstenir. Les tests avancés, je passe rapidement. Les tests avancés, faut faire du test de pénétration fondé sur la menace tous les 3 ans pour les grosses entreprises. Voilà, ça il n'y a pas débat, c'est imposé. Donc voilà le pilier 3, et ça, chaque entreprise devra avoir fixé justement son test, sa batterie de test. Et je laisse Nicolas vous expliquer comment je vais pouvoir fixer cette batterie de test en fonction de quels critères. Alors oui, aujourd'hui, on va considérer, il y a deux gros changements dans la partie Dora, et NIS 2 aussi, c'est sur la partie analyse de risque et prise en compte non plus que mon système d'information, mais la notion d'écosystème dans son ensemble. C'est-à-dire que je vais m'interroger non plus que sur le conteneur, c'est-à-dire le système d'information, mais ça va pousser un regard sur la data, qui est à l'extérieur du système d'information. Donc, on va travailler de 2 manières. La première, c'est Renicity qui a une solution qui fait très bien ce travail-là. C'est identifier les flux, c'est se positionner en termes de flux. Qu'est-ce qui sort de mon entreprise et qu'est-ce qui rentre dans mon entreprise en termes de données, via des fournisseurs ou pas. Et c'est bien sur le ou pas que la détection de flux toxiques va se positionner, c'est-à-dire qu'on va se poser la question, un flux de données vers la Chine tous les jours à 4 heures du matin, est-ce que c'est un flux qui est souhaitable et est-ce qu'on peut considérer que ce flux est toxique? D'autre part, Serenicity a cet avantage, c'est qu'ils ont déjà des bases de données de cibles et de flux déjà définis comme toxiques. Donc l'outil va permettre de qualifier l'ensemble des flux sortant et entrant de votre entreprise et donc de pouvoir avoir une vision de la qualité des flux et donc avoir un indicateur de risque autour de cette notion de flux. Là, on va se positionner sur les tuyaux et on va se poser la question de la plomberie. Est-ce que mes données, elles vont bien où je souhaite qu'elles aillent? Donc ça, c'est vraiment la partie plomberie. En regard de tout ça, nous, on va travailler avec nos outils plutôt sur se poser la question, est-ce que je n'ai pas des données qui sont à l'extérieur du système d'information? C'est ce qui est déjà un indicateur qui peut être problématique, qui met en exergue le fait que je ne devrais pas avoir ces données-là à l'extérieur de mon système. Donc, ça peut être un indicateur de plein de choses, de hack précédent qui n'a pas été vu. Ça peut être, il peut y avoir plein de causes. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de cartographier les données qui sont à l'extérieur. Et de la même manière qu'on le fait pour la détection de flux toxiques, c'est d'avoir un indicateur qualitatif de l'état, en fait, de mes données à l'extérieur. Donc là, de la même manière, on pourra voir s'il n'y a rien, ben on est au vert. S'il y a du rouge, on aura un indicateur de risque fort parce qu'il y a des conséquences en fait à la présence de ces données à l'extérieur, parce que généralement c'est le moyen et ça déclenche des opportunités d'attaque, donc on va y associer un risque. Ces 2 indicateurs-là vont rentrer dans l'analyse de risque et vont vous permettre d'avoir des indicateurs factuels sur l'état de risque de votre structure.
une fois donc qu'on a fait l'état du risque, on va pouvoir s'en servir à la fois pour déterminer les tests à effectuer auprès des prestataires IT, mais aussi à évaluer dans le temps, puisque c'est chaque année à évaluer dans le temps l'évolution de la chose. Puisque là, on a le thermomètre, on avait le thermomètre, et voici donc le traitement qui est obligatoire tous les ans. Alors, dans tous les tests qui sont proposés par Dora, parce que Dora ne fait que proposer des tests, c'est à l'entreprise elle-même de définir sa batterie de tests. Et cette batterie de tests doit effectivement être justifiée par quelque chose de logique. On a choisi des tests qui avaient deux propriétés. D'abord, qui sont des tests assez factuels, efficaces, faciles à faire. Et deuxièmement, scalables, parce qu'on arrive vite à beaucoup de prestataires IT. Et donc, si on a 20 prestataires à traiter, va falloir quelque chose où chaque année, on puisse traiter 20 prestataires sans y passer des semaines, des mois, avoir des fichiers dans tous les sens et être perdu. Donc aujourd'hui, on a des tests qui portent sur les 4 sécurités qui sont importantes chez un prestataire. Alors, le plus évident, c'est celui qui est à gauche, test de sécurité de l'entreprise. On peut se dire, on va aller regarder si l'entreprise est sécurisée par elle-même. Donc ça, c'est alors basé sur ISO 27000. L'avantage d'ISO 27000, c'est que c'est un peu la mère de toutes les normes. Quand vous avez lu les 200 pages d'ISO 27001 et ISO 27002, grosso modo, vous avez tout lu. Après, ça se lit pas réellement comme un roman de plage l'été. Mais de partir d'une norme qui est une norme connue, mondiale et déjà ancienne, même si elle est mise à jour régulièrement, ça permet d'avoir une bonne idée de la sécurité. Ça ne fait pas tout, ça fait qu'un quart du job. Parce que l'entreprise peut être très sécurisée, mais pour autant, il se peut qu'un jour, elle soit piratée et que ce jour-là, elle tombe et qu'elle mette 2 mois à se relever. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est le test de résilience. On va aussi tester la capacité de l'entreprise à être résiliente, c'est-à-dire au cas où il y a une attaque réussie, combien de temps elle met à retrouver son activité. Donc ça, c'est les 2 tests sur l'entreprise elle-même. Ça, c'est ce qu'on appelle le prestataire. Prestation, vous pouvez avoir une entreprise très bien sécurisée, mais qui vous délivre un service. Et dans ce service, vous avez un admin qui va venir faire de la configuration, etc. Et quelle est la sécurité de l'accès de cet admin? S'il y a un mot de passe partagé entre les 3 personnes qui s'en occupent, parce qu'elles travaillent l'une après l'autre sur le système et puis qui est partagé à un moment avec un stagiaire et qu'on ne change pas les mots de passe, vous avez une entreprise qui va être elle-même relativement sécurisée, bon test de résilience, mais votre service lui-même est assez pauvre en sécurité. Et autre élément très très important, c'est la sauvegarde des données, si cette entreprise, si c'est un service SaaS qui lui-même sauvegarde les données. Donc vous avez en bas à droite la sécurité du service et des données. Et ça s'évalue séparément du prestataire. Et la dernière chose, c'est la sécurité du code des applications. Dès l'instant où vous avez un prestat IT qui va être présent, qui va être avec une exposition sur le web, vous avez tous les pirates du monde qui peuvent s'amuser à attaquer l'exposition sur le web, l'exposition de l'application. Et là, il faut que l'application elle-même ait du code sécurisé. C'est-à-dire que les programmeurs, quand ils ont fabriqué votre application, eh bien, pensez à utiliser des bonnes pratiques de sécurisation du code, ce qu'on appelle le Secure by Design. Ce qui peut se mesurer avec le Secure by Design, ça c'est la façon économique et facilement scalable, ou par des pen tests, ça c'est la façon coûteuse et plus difficilement scalable. Mais ces 4 éléments sont à mesurer en parallèle, et c'est la somme des 4 qui va permettre d'être sûr de la sécurité des prestataires. On pourrait très bien, dans le cadre de Dora, n'en prendre que 3, et je pense qu'un certain nombre d'auditeurs Dora pourraient s'en satisfaire. Et on a aussi mis les 4 parce qu'à un moment donné, on n'est pas là que pour cocher des cases et dire j'ai fait ce que je devais faire, mais aussi pour se sécuriser. Il faut aussi regarder la partie industrielle, la partie réelle du risque, et quitte à faire tout ce travail. Si vous avez lu les 70 pages de Dora, quitte à lire les 70 pages de Dora, faire une prestation, etc., autant qu'au bout du compte, il y ait vraiment une sécurité importante de l'activité économique de l'entreprise. Donc voilà les tests prestataires qui sont définis, dont la palette est définie, grosso modo, en fonction de ce qu'on a vu avant. Et on arrive à notre offre complète, donc qui est une offre qui est portée par 3 acteurs, donc Aleph et les oies du cyber, plus Serenicity. Vous avez vu chacun faisant son métier et chacun ayant son expertise et son expérience, avec 3 offres selon la taille de l'entreprise, puisque vous avez vu que les contraintes ne sont pas les mêmes pour les micros, les petites et les autres entreprises. Donc on a les piliers 1, 2, 3, 1, 2, 4, qui est la partie sécurité de l'entreprise. On a pour les micro-entreprises un niveau assez léger qui est les 65 règles basées sur l'ANSI, c'est le guide de l'hygiène de l'ANSI avec remédiation.
Remédiation, parce qu'il ne suffit pas de dire ah, bah là je suis bon, là je suis mauvais, il faut de la remédiation pour devenir bon, et ça, Dora impose non seulement de mesurer sa propre sécurité, mais de l'améliorer. Et pour les petites et les autres entreprises, on se base sur l'ISO. On a traduit les 83 exigences de l'ISO 27002, qui est l'annexe A de l'ISO 27001, en 300 règles intelligibles sur lesquelles on va travailler, entre 300 et 330 selon que vous faites du développement en interne. Donc ça, c'est une partie assez laborieuse, assez importante, assez vitale au niveau sécurité de l'entreprise. L'avantage, c'est que quand je l'ai fait une année, pour l'année d'après, je suis assez tranquille. Je refais juste de la vérification, analyse des écarts et ça va très vite. Nicolas, je te laisse présenter le pilier 3 du coup. Oui, je vais. Alors, le pilier 3, donc, qui est porté par Serenicity et Aleph, pour les entreprises de grande taille, évidemment, étant donné le nombre de prestataires potentiels à faire entrer dans la boucle, étant donné la surface d'attaque que nous, on travaille aussi, ça sera sur devis, parce que ça va être dépendant du nombre de prestataires et de la taille de la structure et des infrastructures de la structure. Concernant les petites entreprises d'investissement non interconnectées, les micro-entreprises, on a mis en place quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre, qui soit le plus industriel possible pour répondre à la norme. Donc, il y a toute la partie détection de flux toxiques, c'est relativement simple, hein, c'est un boîtier. C'est un boîtier qui est posé par Serenicity, qui va, lui, vous sortir automatiquement des indicateurs et un dashboard. Et du côté analyse en source ouverte, on travaille de deux manières. On va regarder votre système, de quelle manière il est visible de l'extérieur et quels sont les liens fournisseurs qu'on arrive à voir de l'extérieur. Et puis tout ce qui est recherche d'informations dans le dark web, dans le deep web, pour mettre en évidence, mettre une métrique en place et effectivement, comme le disait Laurent, être en capacité tous les ans d'analyser un delta. Est-ce qu'il y a de nouvelles données qui sont sorties? Et de cette manière, on aura un indicateur qualitatif sur ces sujets-là. Avec une petite particularité sur ces sujets, l'analyse des sources ouvertes est très réglementée. C'est-à-dire qu'il va falloir, et c'est aussi notre travail, de s'assurer que nous faisons cette prestation dans le cadre légal qui est défini par la CNIL, qui s'appelle le RIFI pour les techniciens. Et donc, c'est très important pour nous d'être dans ce cadre légal, parce que si vous utilisez un prestataire qui n'est pas conforme, ça embarque votre responsabilité. Donc, c'est un peu technique et touchy, mais il y a tout l'aspect juridique autour de ça qui est structurant dans l'offre qu'on vous propose. Après, sur les budgets, dans le pilier 3 sous-traitant, ouais, avant les budgets, la partie sous-traitant oui. IT du pilier 3. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en œuvre une méthodologie qui est une méthodologie industrielle qui vous permet de traiter tous vos sous-traitants en illimité. Et ce qui est super sympa pour vous, c'est d'avoir un tableau de bord. Si vous avez 10 sous-traitants ou 25 sous-traitants, il y a un tableau de bord où chaque sous-traitant, vous voyez son niveau de sécurité, où il en est. Chaque sous-traitant remplit sa partie et vous avez une vision globale. Il n'y a pas besoin d'aller courir après chacun. Au niveau budget, le budget, il est ce qu'il est. Il est sur devis pour les autres entreprises, puisque bien entendu, il y a des choses qui vont être redondantes, qui vont être dupliquées selon les différents établissements, etc. On a voulu avoir sur le reste un package qui est clair, qui est net, qui est all included. Les cafés sont compris dans le budget. Et ce qui est bien, c'est que vous savez où vous allez au niveau budgétaire. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous savez où vous allez au niveau de délai. Par contre, là, il ne faut pas se faire d'illusions. Si on veut faire comme il faut prendre du temps. Ça prendra du temps. Moins chez nous d'ailleurs que chez vous. Donc, si ça doit aller plus vite, c'est pas nous que ça va bousculer, c'est vous que ça va bousculer. C'est vos équipes qui vont faire ça dans l'urgence, dans le stress. Et plus on veut aller vite parce qu'on n'a pas anticipé, parce qu'on n'a pas de délai, plus pour le même budget, on a une qualité moindre. Ça, c'est vrai pour tout dans la vie. Donc, effectivement, le message, c'est anticiper, anticiper, anticiper. Faites-le dans la sérénité, faites-le sans bousculer les choses et vous aurez une meilleure qualité. Il faut compter entre 4 à 6 mois selon la taille de l'entreprise. Bon, pour les autres entreprises, c'est à voir selon les actions qui seront entre eux. Mais ça ne peut pas se faire en 2 semaines. En 2 semaines, on pourra faire
Enfin, nous, on ne pourra pas. Vous pourriez faire du Dora washing, c'est-à-dire d'avoir un truc vite fait. Je coche les cases, j'ai du papier de l'administratif. Vous aurez dépensé de l'argent juste pour avoir des papiers. Vous n'aurez pas progressé en cybersécurité. Ce sera très peu résistant face si vous avez un jour un problème majeur. On verra vite que c'est du Dora washing. Donc, il faut prendre du temps. C'est pas monstrueux. C'est pour ça qu'on a mis aussi en rapport la charge de travail entreprise. Vous voyez, c'est pas monstrueux. Une micro-entreprise, c'est une personne pendant 5 journées. C'est sur 4 mois, ça fait un peu plus d'une journée par mois, c'est pas beaucoup, mais il y a des délais de mise en œuvre. On peut pas aller plus vite que la musique, il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut. Et donc voilà. Autre chose que je voulais préciser, il faut pas oublier que les pénalités vont commencer à tomber en 2015. Et donc, s'il y a un budget à prévoir, je pense que c'est maintenant. Il faut déjà le budgéter pour l'année prochaine, parce que de toute façon, la mise en œuvre devrait être faite en 2014. En 2024. En 2024. Ouais. Normalement, la mise en œuvre est déjà faite, mais il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire que on peut déjà pas rouler à plus de 130 sur l'autoroute, mais il n'y a pas les radars. Les radars et les pénalités, c'est fin de l'année prochaine. Mais pour autant, ça vaut le coup de commencer à prendre des bonnes habitudes maintenant, surtout que c'est un peu plus long, vous l'avez vu, que juste lever le pied quand on est sur l'autoroute. Voilà, de notre côté, on a fini. Est-ce qu'il y a des questions de votre part? Alors, il y a le chat. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que tout était trop évident? C'est en train de taper sur le chat. On a quelques questions qui arrivent. Voilà. Le temps que ça arrive, effectivement, on l'avait mis à la fin. Donc, on a mis une action, un interlocuteur unique, 3 prestataires, qui dépendra de votre premier interlocuteur, qui dépendra de par où vous êtes arrivé, comment vous connaissez. Les contraintes budgétaires. Alors, pour répondre à Antoine, les contraintes budgétaires en cas de non-conformité, tu veux répondre, Nicolas ou... Vas-y. Je te laisse répondre. En fait, l'Europe a trouvé un bon truc, c'est-à-dire que, en fait, l'Europe s'est rendu compte, et on s'en était rendu compte quand j'ai fait les excès de vitesse et les radars, à partir du moment où il y a eu les radars automatiques en France et que les amendes tombaient dans les 3 jours et qu'il n'y avait plus de négociation possible, on s'est rendu compte que les Français ont levé le pied et on a divisé par 2 de mémoire l'activité des carrossiers parce qu'il y avait moins d'accidents. Donc, à un moment donné, on sait que c'est malheureusement, mais l'être humain est ce qu'il est et nous sommes faibles, mais tant pis. C'est parce qu'il y a la peur de l'amende que les gens bougent. Donc, l'Europe a fait ça pour la CNIL, pour le RGPD plutôt. Pour le RGPD, on a mis des amendes complètement disproportionnées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vaudrait mieux... il vaut mieux dealer du shit, les amendes sont plus faibles que si vous faites voler ou si vous protégez mal des données personnelles. Alors, ça n'engage que moi, et ce n'est pas une recommandation à prendre au pied de la lettre, mais les amendes sont totalement disproportionnées, sont indexées sur le chiffre d'affaires, et c'est ça qui fait bouger les entreprises. Et ce qui a été fait sur Dora, c'est pire, parce que dans le RGPD, il y avait des amendes qui étaient plafonnées à 4% du chiffre d'affaires, de mémoire. Et là, c'est pas des plafonds, c'est des planchers d'amende. Donc, les planchers d'amende s'estiment en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, les amendes sont assez démentielles. Voilà. Et elles sont faites pour être appliquées parce que pour que ce soit crédible, il y en aura quelques-uns qui vont en prendre plein la tête et ça fera bouger tout le monde. Je vais répondre à la question de Roland Carbonel. Est-ce que tous les fonds d'investissement doivent respecter Dora ? De mémoire, c'est à partir de 2 millions de fonds manipulés. Donc, ça va assez vite. Mais Laurent pourra peut-être me contredire. Juridiquement, tous les fonds, tous les fonds qui font appel à l'épargne publique. Alors après, c'est vrai que pour 1 000 euros, ce n'est pas des fonds qui font appel à l'épargne publique. Mais ouais. Il n'y a que les family office, si c'est que vraiment la gestion de l'argent de la famille qui n'y sont pas soumis. Mais ouais, tous les autres, ils sont soumis. Et d'ailleurs, c'est probablement là qu'il y a le plus de trous dans la raquette et la sécurité la plus faible.
Donc, je pense que moi, si j'étais l'État et que je cherche de l'argent, et ça, il y a un certain nombre d'États en Europe qui cherchent de l'argent, j'irai chercher chez les fonds parce que c'est probablement là que je vais trouver le plus d'infractions. Je vais répondre à Alexandrou parce que sa question est intéressante Ouais. et puis elle nous concerne directement. Alors, si on trouve rien sur le dark web avec le Detoxio, en fait, le Detoxio, il ne va pas rechercher ce qu'il y a sur le dark web. Il va se poser la question des flux. Ouais. Donc, c'est tout à fait complémentaire. On ne peut pas éviter l'un avec l'autre. C'est vraiment deux secteurs complètement différents. Il peut y avoir des flux qui vont sur le dark web, qui vont être identifiés avec le Detoxio, mais le Detoxio, il va y travailler sur des flux techniques, alors que Aleph va travailler sur n'importe quel type de fuite de données qui peuvent être humaines. C'est-à-dire, vous hackez votre téléphone avec du contenu pro, les données se retrouvent dans le dark web, vous ne l'aurez pas détecté avec le Detoxio. Donc, c'est vraiment très complémentaire. Moi, j'aurais pensé que la question était plutôt dans le sens, si Detoxio c'est ouvert et Aleph, le dark web, c'est ouvert, est-ce que je dois quand même faire ma batterie de test? La réponse, c'est oui. Hein. C'est pas parce que à l'instant T, les outils de détection n'ont pas détecté de fuite qu'il faut arrêter de faire des tests. Non, non, il faut faire des tests. Simplement, plus les résultats de ces deux évaluations sont bons, moins on pourra vous en vouloir d'avoir fait des tests, moins vous avez besoin de faire des tests approfondis pour pouvoir être clean en cas d'accident majeur. C'est plutôt dans ce sens-là. En cas d'accident majeur, vous avez des fuites de données. En cas d'accident majeur, il y a un contrôle. Le contrôle vous dit quels sont les tests que vous avez faits. Et pour justifier, j'ai fait ça et j'en ai pas fait plus, il va falloir avoir des bons résultats dans l'évaluation de votre entreprise. C'est dans ce sens-là. Après, je vais répondre parce que sinon on va la louper dans la liste des questions, à la question de Victor sur la partie suivi. C'est-à-dire que la norme DORA va vous demander du one-shot. Si vous voulez cocher la case, vous restez en one-shot. Par contre, le coût est relativement faible de faire du suivi. Donc, nous, on vous conseille plutôt de faire du suivi sur l'année. Typiquement, nous concernant, le plus tôt on sait qu'il y a une fuite de données, le plus tôt on peut éviter une vague de phishing. Si vous attendez un an pour regarder, vous vous mettez en risque en cas de fuite de données d'avoir une attaque de phishing et qu'un de vos employés se fasse avoir et vous prendre un ransomware. Et là, vous rentrez dans une vague violente et très, très coûteuse d'attaque. Donc, Laurent, je te laisse rebondir sur cette question-là. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Enfin, là, c'est encore la norme vous l'impose une mesure par an qui va se dérouler sur 1 ou 2 mois. De mesurer toute l'année, d'un point de vue sécurité, c'est largement positif. D'autant plus qu'il y a des coûts de mise en œuvre dans ces produits qui font que c'est un peu dommage de démonter pour remonter 1 an après, quoi. J'interviendrai sur les… Pourquoi on n'a pas recommandé de pentest, la question d'Alexandra. Alors, c'est pas qu'on n'a pas recommandé. D'abord, pour les autres entreprises, le pentest est obligatoire tous les 3 ans. Il n'y a pas débat. Hein. Là, c'est plus une option, c'est une obligation. Et ça a été sorti justement de la batterie de test que chaque entreprise peut choisir. Et en fait, on n'a pas recommandé de pentest dans la batterie ordinaire qui est faite tous les ans. Parce que les pentests, c'est quelque chose d'assez compliqué à scaler. Donc, si vous avez 20 fournisseurs, il faudrait faire 20 pentests, un pentest par fournisseur. J'irai même plus loin, c'est qu'on ne penteste pas un fournisseur, on penteste une application. Donc, il faudrait faire un pentest par application. Et si vous avez 20 fournisseurs qui vous fournissent 30 applications, c'est 30 pentests. Au niveau budget lourdeur, alors là, on explose complètement ce qu'on vous a présenté là. Vous êtes à 10 fois plus. Et d'autre part, les pentests eux-mêmes, enfin, le pentest, c'est vraiment une démarche beaucoup plus lourde et qui doit être réfléchie de façon beaucoup plus profonde, puisqu'il faudrait grosso modo pentester toutes les versions d'un logiciel. Donc, le pentest, pour moi, c'est l'obligation pour les autres entreprises sur les logiciels vraiment critiques. Le pentest s'adresse vraiment à des applications critiques. Alors que Dora, là, ça s'applique. Vous avez une petite application qui va gérer les congés de vos employés. En version SaaS, Dora vous dit, vous prenez tous vos prestataires IT et il va falloir tous les prestataires
qui sont importants, il faut les contrôler. Alors, est-ce que la gestion des congés des employés, il faut les contrôler? On pourra toujours en débattre, c'est du CNIL, c'est des employés. Si c'est que des employés, ça va. Si ça concerne des tiers et externes, bah non, ça va rentrer dedans. Donc, le panorama de ce que des boîtes IT concernées par DORA est très large, à tel point que si on prend DORA plus NIS 2, qui a exactement la même logique, on pense que toutes les boîtes IT vont se retrouver à un moment donné soumises à des contraintes de sous-traitance pour des sociétés elles-mêmes soumises à DORA ou NIS 2, donc vont devoir être contrôlées par leur donneur d'ordre. C'est-à-dire que si on a une approche qui est moins coûteuse, et là je rejoins tout à fait Laurent sur ce sujet, c'est s'assurer que les applications de vos fournisseurs sont sécurisées by design. Il va falloir leur demander des éléments pour qu'ils vous assurent que c'est le cas, et certainement le contractualiser. C'est-à-dire qu'il y a aussi un aspect certainement juridique dans vos contrats fournisseurs pour imposer à vos fournisseurs de fournir ces éléments-là. Et ça sera beaucoup moins coûteux que du pentest. Dans le pilier 4, justement, que la contractualisation IT, parce que l'Europe a dit, ouais, c'est gentil, vous allez me dire, j'impose à mes fournisseurs ceci, mais si vous l'imposez oralement, ça n'a pas de valeur. Donc, dans la contractualisation IT, vous allez mettre la partie test qui dépend de vos fournisseurs, et c'est toujours plus facile de faire bosser les autres que bosser soi-même. Donc, vous allez mettre, par exemple, voilà, je demande à ce qu'il y ait telle règle qui soit appliquée au titre du Secure by Design. Vous le mettez en annexe de votre contrat. Et du coup, votre contrat est en accord avec DORA et la charge du travail est reportée sur le fournisseur. Mais soit dit entre nous, comme lui, ça l'aide à s'améliorer, vous lui avez plutôt rendu service qu'autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que nous aurions retenu les délais? Oui, on est bien, Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions… Ah, c'est bon. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous. Et puis, merci à tous. Un prochain webinaire sur un sujet similaire ou encore sur DORA, parce qu'on n'a pas fini de parler de cette norme. Merci, bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, au revoir.